L'ordre des pédales de gauche à droite est réponse A, embrayage, frein, accélérateur, réponse B, accélérateur, frein, embrayage. La pédale du milieu est gérée par réponse C, le pied gauche, réponse D, le pied droit. Il est essentiel de connaître le rôle des pédales d'un véhicule. La pédale d'embrayage se trouve à gauche, elle permet de désengager le moteur de la boîte de vitesse pour passer les rapports. Par exemple, passer de la première vitesse à la deuxième vitesse. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, vous débrayez. Lorsque vous relâchez la pédale, vous embrayez. Les roues se reconnectent au moteur et la voiture avance selon le rapport engagé. Au centre, il s'agit de la pédale de frein. Elle sert à ralentir ou s'arrêter. Quand j'appuie sur la pédale de frein, j'exerce une pression sur le liquide de frein. Cette pression se transmet jusqu'aux plaquettes de frein et appuie sur les disques pour ralentir ou arrêter le véhicule. Enfin, la pédale de droite commande l'arrivée de carburant au moteur pour augmenter la vitesse. Il s'agit de la pédale d'accélérateur. À noter, avec une voiture à boîte manuelle, le pied gauche est exclusivement utilisé pour actionner la pédale d'embrayage, tandis que le pied droit est mobile et sert à appuyer soit sur la pédale de frein, soit sur celle de l'accélérateur. Le talon du pied droit doit rester au sol et pivoter entre le frein et l'accélérateur. L'ordre des pédales de gauche à droite est réponse A, embrayage, frein, accélérateur. La pédale du milieu est gérée par réponse D, le pied droit, réponse A et D. Je commence le remplacement du pneu par réponse A, desserrer les écrous, réponse B, lever la voiture avec le cric. Je desserre les écrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réponse C, oui. Réponse D, non. Vous serez peut-être amené à changer une roue suite à une crevaison. Il est important de connaître les bases pour changer une roue. Pour rappel, il n'est pas obligatoire de posséder une roue de secours dans un véhicule. Petite astuce pour les petites crevaisons, pensez à acheter une bombe anti-crevaison. Ça ne prend quasiment pas de place et ça vous permet de réparer et regonfler le pneu en 30 secondes. Puis n'oubliez pas de changer rapidement votre pneu chez un garagiste. Pour changer la roue, commencez par sortir les outils. Ils sont généralement rangés dans le coffre. Desserrez les boulons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois les boulons desserrés, placez le cric à l'emplacement destiné. Tournez la manivelle pour faire monter le cric. Une fois que la roue ne touche plus le sol, vous pouvez la retirer et la remplacer par la roue de secours. Une fois les boulons resserrés, replacez la roue crevée et les outils à leur emplacement dans le coffre. À noter, il existe deux types de roues de secours. Les roues de secours normales, comme les autres roues du véhicule, et les roues de secours galettes, comme ici dans la vidéo. Attention, avec une roue de secours de type galette, vous êtes limité à une vitesse de 80 km/h maximum. Pour finir, n'oubliez pas de remplacer le pneu crevé dans un garage. Généralement, on change les pneus par paire, c'est-à-dire 2 pneus d'un coup. Je commence le remplacement du pneu par réponse A, desserrer les écrous. Je desserre les écrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réponse C, oui. Réponse A et C. Une sirène de ton bénéficie de la réponse A, facilité de passage. Réponse B, priorité de passage. Une sirène 3 tons bénéficie de la réponse C, facilité de passage. Réponse D, priorité de passage. Les sirènes de ton, de notes alternées, indiquent la présence de véhicules prioritaires. Ces véhicules ont une priorité de passage absolue lorsqu'ils utilisent leurs sirènes et leurs gyrophares bleus. Vous devez céder le passage et dégager la voie le plus rapidement possible. Ces véhicules sont par exemple la police, la gendarmerie, les pompiers ou le SAMU.
Les sirènes à 3 tons, c'est le signal sonore des véhicules bénéficiant de la facilité de passage. Ces véhicules n'ont pas la priorité absolue, mais il est préférable de leur faciliter le passage dans la mesure du possible. Ils possèdent également des gyrophares bleus. Ces véhicules peuvent être des ambulances privées, des véhicules d'intervention de gaz ou d'électricité, ou des transports de sang ou d'organes. Une sirène de ton bénéficie de la réponse B, priorité de passage. Une sirène 3 tons bénéficie de la réponse C, facilité de passage. Réponse B et C. Pour être correctement installé, un chien doit être, réponse A, placé à l'avant, réponse B, placé à l'arrière, réponse C, en liberté dans l'habitacle, réponse D, attaché avec une laisse. Un chien est considéré comme un passager, il ne doit jamais être en liberté dans la voiture. Il est recommandé de l'attacher à l'arrière du véhicule, soit avec un harnais de sécurité attaché à la ceinture de sécurité du véhicule, soit dans une cage de transport adaptée. Il ne doit jamais gêner le conducteur. Si votre chien se promène en liberté dans l'habitacle, vous risquez une amende de 135 €. Pour être correctement installé, un chien doit être, réponse B, placé à l'arrière, réponse D, attaché avec une laisse, réponse B et D. Mon véhicule fonctionne à l'essence sans plomb. J'utilise la pompe de couleur. Réponse A, jaune, réponse B, orange, réponse C, verte. Voici les différents types de carburant que vous trouverez à la station essence. Le samplon 95, SP95, il est généralement représenté en vert. C'est un carburant essence standard compatible avec la plupart des véhicules essence récents. Le samplon 98 ou SP98, il est lui aussi représenté en vert. C'est également un carburant de type essence. Il est recommandé pour certains moteurs plus performants. Le gazole ou diesel, le pistolet est généralement de couleur jaune ou noire, c'est le carburant pour les moteurs diesel. Le gazole ou le diesel premium, il est généralement associé à la couleur orange ou noire, c'est un diesel de qualité supérieure. Plus rare, le GPL, gaz de pétrole liquéfié. Le pistolet est souvent de couleur blanche, il est moins cher, mais il est généralement plus difficile à trouver comparé aux autres carburants. À noter, l'AdBlue n'est pas un carburant, c'est un additif utilisé pour les véhicules diesel qui aide à réduire les émissions polluantes en les transformant en vapeur. Plus rare également, l'éthanol E85, c'est un carburant composé majoritairement de bioéthanol et d'essence. Son utilisation est limitée à certains véhicules prévus pour ou équipés d'un boîtier spécial. Sa disponibilité en station-service est moins étendue que l'essence ou le diesel. Mon véhicule fonctionne à l'essence sans samplon, j'utilise la pompe de couleur, réponse C, verte. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse doit être désactivé. Réponse C, lors d'un ralentissement. Réponse D, à l'approche d'un péage. Le régulateur de vitesse est un système d'aide à la conduite qui permet de fixer et maintenir automatiquement une allure constante sans appuyer sur la pédale d'accélérateur. Le régulateur de vitesse offre un grand confort au conducteur. Il réduit la fatigue et libère la jambe droite d'une position inconfortable, surtout lors de longs trajets sur autoroute. Vous pouvez accélérer, réduire votre vitesse ou désactiver le système directement sur les commandes du volant. En cas d'urgence, à l'approche d'un péage ou d'une sortie, il suffit d'appuyer sur la pédale de frein ou la pédale d'embrayage pour désactiver le système.
À noter, sur les véhicules récents, le régulateur permet également de maintenir une distance de sécurité constante avec le véhicule de devant. On parle alors de régulateur de vitesse adaptatif. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante. Réponse A, oui. Le régulateur de vitesse doit être désactivé. Réponse C, lors d'un ralentissement. Réponse D, à l'approche d'un péage. Réponse A, C et D. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette série du Code de la route. Abonne-toi pour ne pas louper les nouvelles séries et mets un like pour soutenir la chaîne. Allez, on continue. Question 7. Dans certains véhicules, l'additif anti-pollution AdBlue permet, réponse A, de réduire certaines émissions polluantes, réponse B, de diminuer les gaz d'échappement. L'AdBlue est un liquide utilisé uniquement dans les voitures diesel récentes. Il permet de réduire la pollution en transformant les gaz polluants en vapeur d'eau. Cela permet aux véhicules diesel de respecter les normes européennes anti-pollution et de rouler dans certaines zones critères. L'AdBlue n'est pas un carburant, il a son propre réservoir qu'il faut régulièrement remplir, sinon la voiture peut se bloquer et refuser de démarrer. Son prix varie, mais il faut compter plusieurs euros le litre. Dans certains véhicules, l'additif anti-pollution AdBlue permet, réponse A, de réduire certaines émissions polluantes. En cas de blocage sans panne sur les rails, le conducteur doit, réponse A, attendre que la barrière s'ouvre. Réponse B, forcer la barrière en accélérant. Même s'il est très peu probable de rester bloqué sur les rails d'un chemin de fer, vous devez savoir réagir en cas de problème. Si vous restez bloqué à un passage à niveau parce que par exemple une voiture est arrêtée devant vous, n'hésitez pas à sortir de cette situation en forçant le passage, quitte à briser une barrière. Si au contraire votre véhicule tombe en panne, quittez immédiatement votre véhicule avec vos passagers pour vous mettre à l'abri. À noter, des téléphones d'alerte sont toujours installés à proximité de chaque passage à niveau. En cas de blocage sans panne sur les rails, le conducteur doit, réponse B, forcer la barrière en accélérant. Je dois céder la priorité aux véhicules de transport en commun à toutes les intersections. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'il quitte son arrêt de bus en agglomération. Réponse C, oui. Réponse D, non. En agglomération, les bus bénéficient de certains privilèges de priorité par rapport aux autres usagers de la route. Lorsqu'un bus ou un car signale son intention de quitter un arrêt, par exemple en actionnant son clignotant gauche, les autres usagers doivent lui céder le passage pour lui permettre de s'insérer dans la circulation. Les bus ne sont pas des véhicules d'urgence comme les ambulances, les pompiers ou les forces de l'ordre. Ils ne bénéficient pas de priorité absolue. Ils doivent respecter les priorités et céder le passage comme les autres usagers. Comme leur rôle est de diminuer le nombre d'utilisateurs sur la chaussée et fluidifier la circulation, les autres usagers doivent donc leur faciliter la circulation. Je dois céder la priorité aux véhicules de transport en commun à toutes les intersections. Réponse B, non. Lorsqu'il quitte son arrêt de bus en agglomération, réponse C, oui. Réponse B et C. Dans un tunnel, s'arrêter sur un emplacement d'arrêt d'urgence est autorisé. Réponse A pour se reposer, réponse B pour téléphoner, réponse C si un voyant orange s'allume, réponse D si un voyant rouge s'allume.
Dans un tunnel, un emplacement d'arrêt d'urgence ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité absolue. Panne mécanique grave, malaise d'un passager, accident ou début d'incendie imposant l'arrêt immédiat du véhicule hors des voies de circulation. Si vous rencontrez un de ces problèmes, allumez les feux de détresse, coupez le moteur en laissant les clés sur le contact, contactez les secours via la borne d'appel d'urgence d'une niche de sécurité, puis rejoignez l'issue de secours la plus proche. Hors de ces situations d'extrême urgence, il est fortement interdit de s'y arrêter ou de s'y stationner. Si un voyant orange ou jaune s'allume, cela signifie que le système a détecté une anomalie non critique. Vous pouvez continuer votre route, il faudra malgré tout prendre rendez-vous dans un garage. En revanche, un voyant rouge indique une défaillance majeure pouvant provoquer de graves dommages au véhicule. Vous devez vous arrêter immédiatement, couper le moteur et contacter l'assistance routière ou un dépanneur. Dans un tunnel, s'arrêter sur un emplacement d'arrêt d'urgence est autorisé, réponse D si un voyant rouge s'allume. En abordant un carrefour à sens giratoire, un conducteur a tendance à regarder à gauche. Réponse A oui, réponse B non. Cette situation crée une zone d'incertitude à droite. Réponse C oui, réponse D non. Lorsqu'un conducteur s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il regarde naturellement du côté gauche, car il doit céder la priorité aux véhicules circulant dans la boucle. Cette situation crée une zone d'incertitude du côté droit de la chaussée. Pendant ce temps, d'autres usagers circulant sur les trottoirs ou les pistes cyclables, en particulier les vélos ou les trottinettes électriques, continuent d'avancer. C'est pour cette raison qu'un conducteur doit en permanence contrôler ce qui se passe autour de lui. Dans cette situation, je dois à la fois céder le passage aux véhicules circulant dans le carrefour giratoire et céder le passage aux usagers circulant sur le passage piéton. En abordant un carrefour à sens giratoire, un conducteur a tendance à regarder à gauche, réponse A oui. Cette situation crée une zone d'incertitude à droite. Réponse C, oui. Réponse A et C. À partir de ce panneau, la limitation de vitesse passe à 50 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau losange jaune m'indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Il m'informe que je serai prioritaire à toutes les prochaines intersections. Le panonceau en dessous m'indique que je circule sur la route départementale numéro 1006. Enfin, le troisième panneau, rectangle avec un liseré rouge, indique une entrée en agglomération. À partir d'ici, je peux être amené à partager la chaussée avec des piétons. Je dois donc redoubler de vigilance. C'est pour cette raison que la limitation de vitesse y est abaissée à 50 km/h. Pour obtenir votre code de la route et valider votre permis, vous devez connaître les différentes limitations de vitesse. En agglomération, c'est-à-dire en ville, la limitation de vitesse est fixée au maximum à 50 km/h. À partir de ce panneau, la limitation de vitesse passe à 50 km/h. Réponse A, oui. La signalisation m'oblige. Réponse A, à marquer l'arrêt. Réponse B, à tourner à gauche. Réponse C, à continuer tout droit. Les terrasses de café et l'aménagement de cette place m'indiquent que je circule au centre-ville. Cette zone est soit piétonne, soit partagée avec des piétons. La signalisation à droite me donne 3 informations. Premièrement, le panneau stop m'impose l'arrêt à hauteur du croisement. Les panneaux avec des flèches de direction barrées au-dessus me signalent qu'à cette intersection, je ne suis ni autorisé à tourner à droite ni à gauche. Au début de la ruelle en face, le panneau bleu confirme ces informations.
Il s'agit d'un panneau de rue à sens unique. Dans cette situation, je n'ai pas d'autre choix que de continuer tout droit. La signalisation m'oblige, réponse A, à marquer l'arrêt, réponse C, à continuer tout droit, réponse A et C. Pour aller en face, je passe par réponse A, la voie numéro 1, réponse B, la voie numéro 2. À droite, le panneau carré bleu indique que la circulation se fait dans un seul sens dans cette rue. C'est un panneau d'indication de circulation à sens unique. Cela s'applique à tous les véhicules, y compris votre voiture. Le panneau rond en dessous interdit l'accès à cette route aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le panneau bleu ne leur est donc pas adressé. En empruntant la voie numéro 2, je serais obligé de continuer à droite. Attention, dans cette situation, si vous utilisez la voie numéro 2 pour tourner à gauche, vous serez à contresens, ce qui est passible d'une amende de 135 € et d'une perte de 4 points. Seuls les véhicules arrivant en face et à gauche pourront s'engager dans cette rue. Le panneau triangle m'informe que je devrais leur céder le passage. La seule solution pour aller tout droit est de continuer sur la voie numéro 1. Pour aller en face, je passe par, réponse A, la voie numéro 1. À cette intersection, je suis autorisé à tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je bénéficie de la priorité. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panonceau carré à gauche est mis en place lors de croisements complexes. Il m'informe qu'à droite, la circulation est permise uniquement dans un sens. En effet, le panneau rond rouge avec une barre blanche au centre est un panneau de sens interdit. Je ne suis donc pas autorisé à tourner à droite. Ce schéma m'indique qu'à cette intersection, ma route est prioritaire. Elle est représentée par un trait large. Le panneau triangle au-dessus me confirme qu'à cette intersection, je suis prioritaire. C'est un panneau de priorité ponctuelle. À cette intersection, je suis autorisé à tourner à droite. Réponse B, non. Je bénéficie de la priorité. Réponse C, oui. Réponse B et C. Le véhicule en face s'est engagé. Réponse A, je passe. Réponse B, je m'arrête. Le panneau bleu carré avec des flèches m'avertit d'un rétrécissement de la chaussée. À cet endroit, le croisement entre deux véhicules n'est pas possible. Sur ce panneau, la flèche blanche m'indique que j'ai la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse. Les usagers arrivant en face rencontreront un panneau indiquant qu'ils doivent me céder le passage. Cependant, comme le véhicule venant en sens inverse s'est déjà engagé, je lui laisse la priorité. Le véhicule en face s'est engagé, réponse B, je m'arrête. Le contact visuel est primordial entre les usagers de la route. Réponse A, oui. Réponse B, non. La communication entre les conducteurs réduit les accidents. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le contact visuel et la communication entre usagers évitent les malentendus. Les signes non-verbaux, regards, gestes complètent le code de la route. Ils permettent de clarifier et de confirmer les intentions des conducteurs. Pour les piétons ou les cyclistes, croiser le regard d'un conducteur assure qu'ils sont visibles et renforce la sécurité. Lorsque vous êtes au volant, cherchez toujours à comprendre si les autres conducteurs vous ont vu. Cela permet d'anticiper leurs réactions et d'éviter les accidents. Le contact visuel est primordial entre les usagers de la route. Réponse A, oui. La communication entre les conducteurs réduit les accidents. Réponse C, oui. Réponse A et C. La ceinture de sécurité et l'appui-tête sont des éléments de sécurité. Réponse A, active. Réponse B, passive.
Les éléments de sécurité passive travaillent ensemble pour protéger les occupants d'un véhicule lorsqu'un accident n'a pas pu être évité, contrairement aux éléments de sécurité active qui visent à prévenir les accidents. Les principaux éléments passifs sont la ceinture de sécurité, l'airbag, les appuis-têtes et le pare-brise. Les principaux éléments actifs sont l'ABS, l'assistance au freinage d'urgence ou le régulateur de vitesse adaptatif. Ils jouent un rôle actif dans la réduction des risques d'accident. La ceinture de sécurité et l'appui-tête sont des éléments de sécurité, réponse B, passive. Cette commande empêche l'ouverture des portières arrière de l'intérieur. Réponse A, oui. Réponse B, non. En activant la sécurité enfant, les portières arrière du véhicule sont verrouillées de telle manière qu'elles ne peuvent pas être ouvertes de l'intérieur. Cela empêche aux jeunes enfants assis à l'arrière de sortir du véhicule pendant qu'il est en mouvement, réduisant ainsi les risques d'accidents graves. À noter, cette commande se trouve généralement sur les flancs de chaque portière arrière, comme sur l'image, et peut également se trouver au poste de pilotage via une commande électronique. Cette commande empêche l'ouverture des portières arrière de l'intérieur. Réponse A, oui. Un enfant de moins de 10 ans peut être installé à l'avant d'un véhicule dans certains cas. Réponse A, oui. Réponse B, non. En règle générale, un enfant de moins de 10 ans doit être installé à l'arrière d'un véhicule. Il existe toutefois des exceptions. Un enfant de moins de 10 ans est autorisé à s'asseoir à l'avant dans un siège auto homologué si le véhicule ne possède pas de siège arrière, si les sièges arrière ne sont pas équipés de ceinture de sécurité, ou si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans. Les enfants en bas âge, c'est-à-dire les bébés, peuvent être également placés à l'avant à condition d'être installés dos à la route dans un siège homologué avec l'airbag passager désactivé. Un enfant de moins de 10 ans peut être installé à l'avant d'un véhicule dans certains cas. Réponse A, oui. Ces enfants sont correctement installés. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, ces enfants ne sont pas en sécurité. La bretelle haute de la ceinture doit passer sur l'épaule en travers de la poitrine, jamais sur la gorge. Elle doit être posée au milieu de l'épaule, juste en dessous du cou sans étrangler et glisser sur la clavicule, tandis que la sangle basse se place bien plaquée sur les hanches au ras du bassin pour répartir les forces du choc sur les os solides. Tout enfant de moins de 10 ans et mesurant moins d'1,30 m doit obligatoirement voyager dans un siège auto adapté à sa morphologie. Au-delà de 10 ans et à partir d'1,30 m, il peut s'installer sans siège auto à condition qu'il soit correctement positionné. Ces enfants sont correctement installés. Réponse B, non. Dans cette situation, je suis autorisé à mettre mes feux de brouillard avant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Mes feux de brouillard arrière. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation de fort brouillard, l'utilisation des feux de brouillard avant et arrière est autorisée. N'oubliez pas, les feux de brouillard arrière ne doivent pas être utilisés en cas de pluie. Ils sont uniquement autorisés en cas de brouillard ou de neige. Le non-respect de cette règle peut entraîner une amende de 135 € sans retrait de points. Dans cette situation, je suis autorisé à mettre mes feux de brouillard avant. Réponse A, oui. Mes feux de brouillard arrière, réponse C, oui. Réponse A et C. Il commence à pleuvoir. La vitesse maximale à laquelle je peux rouler est 2. Réponse A, 50 km/h. Réponse B, 60 km/h.
Réponse C, 70 km/h. Lorsque la limitation de vitesse est inférieure à 90 km/h, la pluie n'affecte pas cette limitation. Souvenez-vous bien des limitations de vitesse en fonction de la situation. Lorsqu'il pleut, c'est uniquement les limitations comprises entre 90 et 130 km/h qui sont abaissées. Rappelez-vous également qu'en tant que jeune conducteur, c'est-à-dire en période probatoire, les limitations de vitesse sont abaissées à partir de 90 km/h. Dans cette situation, comme le panneau indique 70 km/h, la vitesse maximale reste à 70 km/h. Vous n'êtes pas obligé de maintenir une vitesse maximum de 70 km/h. Vous pouvez bien sûr abaisser votre vitesse. Il commence à pleuvoir, la vitesse maximale à laquelle je peux rouler est de, réponse C, 70 km/h. Après avoir heurté un trottoir, j'observe une déformation ou une fissure sur le côté du pneu. Réponse A, je poursuis mon chemin plus lentement. Réponse B, je m'arrête pour installer la roue de secours. En ville, les trottoirs, bordures et les trous sur la chaussée peuvent endommager vos roues ou vos jantes. Un choc entre un pneu et un trottoir peut provoquer une hernie. Cela crée une bosse sur le flanc et endommage la structure du pneu. Dans cet état, le pneu n'est plus sûr pour la conduite. Continuer à utiliser le véhicule dans ces conditions peut entraîner une amende de 135 €. Face à cette situation, si je suis en possession d'une roue de secours, je remplace la roue endommagée. Dans le cas contraire, je prends rendez-vous avec un garagiste. Après avoir heurté un trottoir, j'observe une déformation ou une fissure sur le côté du pneu. Réponse B, je m'arrête pour installer la roue de secours. Pour convertir 100 km/h en mètres par seconde, je multiplie 10 par 3. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour obtenir votre code de la route, vous devez savoir convertir la vitesse en km/h en mètres par seconde. Ce calcul permet d'estimer la distance parcourue en 1 seconde et 1 seconde correspond au temps de réaction. Le temps de réaction correspond à la durée qui s'écoule entre le moment où vous percevez un danger et le moment où vous appuyez sur la pédale de frein. À 50 km/h, quelle distance je parcours en mètres en 1 seconde? C'est très simple, il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la vitesse par 3. À 50 km/h, je prends le chiffre 5. Donc 5 fois 3 égale 15. À 50 km/h, je parcours environ 15 mètres par seconde. Comme mon temps de réaction est d'1 seconde, à 50 km/h, je parcours 15 mètres avant d'appuyer sur la pédale de frein. Autre exemple, à 100 km/h, quelle distance je parcours en mètres en 1 seconde? Pour calculer, je prends les deux premiers chiffres de 100, donc 10, et je le multiplie par 3. Donc 10 fois 3 égale 30. À 100 km/h, je parcours environ 30 mètres par seconde. Comme mon temps de réaction est d'1 seconde, à 100 km/h, je parcours 30 mètres avant d'appuyer sur la pédale de frein. Pour convertir 100 km/h en mètres par seconde, je multiplie 10 par 3. Réponse A, oui. La signalisation annonce la fin d'une route à accès réglementé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le début d'une autoroute. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau en bas à gauche, représentant une voiture barrée, indique la fin d'une route à accès réglementé.
Le panneau au-dessus signale le début d'une autoroute. Avant ce panneau, je circulais sur une route à accès réglementé. Je m'apprête à entrer sur l'autoroute. À partir de maintenant, la limitation maximale de vitesse peut aller jusqu'à 130 km/h contre 110 km/h sur une route à accès réglementé. À partir de ce panneau, je pourrais également rencontrer des péages. En haut, le panneau annonce la sortie numéro 5 dans 200 mètres. Le rectangle noir avec l'inscription S2 indique un itinéraire de substitution. La signalisation annonce la fin d'une route à accès réglementé. Réponse A, oui. Le début d'une autoroute. Réponse C, oui. Réponse A et C. En continuant dans cette voie, je vais. Réponse A, quitter l'autoroute. Réponse B, arriver à un péage. Réponse C, pouvoir me reposer. La couleur bleue de ces panneaux et les cartouches rouges avec un A indiquent que je circule sur l'autoroute. Les voies de gauche appartiennent à l'autoroute A43. En continuant dans cette direction, les automobilistes pourront rejoindre plusieurs villes et axes routiers majeurs. Le panneau avertit également de la présence d'un péage dans cette direction. La voie centrale permet de rejoindre l'autoroute A46 en direction de Paris. La signalisation indique qu'en empruntant cette voie, je pourrais faire une pause sur l'aire d'autoroute de Saint-Priest. La voie de droite permet également de rejoindre l'autoroute A46, mais dans le sens inverse de la voie du milieu. Cette configuration permet de changer de direction tout en restant sur l'autoroute. Il s'agit donc d'une bifurcation. En continuant dans cette voie, je vais, réponse C, pouvoir me reposer. La somnolence est le premier facteur d'accident mortel sur l'autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. La monotonie des trajets réduit la vigilance et augmente significativement l'endormissement, ce qui rend la somnolence le premier facteur d'accident mortel sur l'autoroute. Les longs trajets favorisent la fatigue et les micro-sommeils peuvent entraîner des pertes de contrôle dramatiques. Les accidents liés à la somnolence, comme les sorties de route, sont souvent mortels à cause de l'absence de réaction du conducteur. Ce phénomène est particulièrement fréquent aux heures à risque, entre 2h et 5h du matin et entre 13 et 16h. En France, la somnolence cause 20 à 30% des accidents mortels sur l'autoroute, beaucoup plus que l'alcool et la vitesse. Les conducteurs sous-estiment souvent leur fatigue et négligent les pauses. Les aires d'autoroute sont faites pour ça. Rappelez-vous, sur l'autoroute, il est recommandé de faire une pause de 20 minutes toutes les 2 heures. La somnolence est le premier facteur d'accident mortel sur l'autoroute. Réponse A, oui. En cas de danger, un conducteur freine. Réponse A, instantanément. Réponse B, après une seconde. Lorsque l'on conduit, il faut approximativement une seconde au cerveau pour percevoir un danger et donner l'ordre au pied d'appuyer sur la pédale de frein. Cette seconde s'appelle le temps de réaction. Rappelez-vous qu'il faut laisser un intervalle de sécurité de 2 secondes avec le véhicule de devant. À noter, on peut facilement calculer la distance parcourue en 1 seconde. Il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la vitesse des km/h par 3. Par exemple, à 100 km/h, je multiplie 10 par 3. À 100 km/h, je parcours environ 30 mètres pendant 1 seconde. Donc à 100 km/h, j'aurais déjà parcouru 30 mètres entre le moment où je perçois le danger et le moment où je commence à appuyer sur le frein. En cas de danger, un conducteur freine, réponse B, après 1 seconde. L'assurance responsabilité civile RC, aussi appelée assurance routière, réponse A est obligatoire. Réponse B couvre les dégâts matériels causés aux tierces. Réponse C garantie contre le vol. Réponse D couvre les dommages corporels de l'assuré.
Pour pouvoir circuler, un véhicule doit obligatoirement être assuré. La responsabilité civile, souvent appelée assurance routière, correspond à la formule minimale obligatoire à souscrire pour être en règle. Cette garantie couvre les dommages que le véhicule peut occasionner, en particulier s'il est en tort. Par exemple, blessure d'un piéton ou d'un passager, dégâts causés à un autre véhicule ou à une infrastructure. En revanche, le conducteur reconnu responsable de l'accident ne sera pas indemnisé pour les dommages qu'il a subis. À noter, si vous n'êtes pas responsable de l'accident, l'assurance du conducteur reconnu responsable remboursera vos frais. Vous serez également couvert à minima en cas de panne ou de poursuite judiciaire. Cette formule est la moins chère et donc la moins complète. Il existe d'autres formules garantissant des remboursements plus complets, comme par exemple en cas de vol ou de réparation du véhicule, même en étant en tort. À noter, l'attestation d'assurance et la vignette ont été supprimées. Grâce au numéro de la plaque d'immatriculation, les forces de l'ordre ont directement accès à toutes les informations de votre assurance. L'assurance responsabilité civile RC, aussi appelée assurance routière, réponse A, est obligatoire. Réponse B couvre les dégâts matériels causés aux tiers. Réponse A et B. Qu'il soit plein ou vide, un coffre de toit augmente la consommation de carburant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Qu'il soit plein ou vide, un coffre de toit augmente la consommation de carburant en raison de sa résistance à l'air. Pour optimiser son utilisation, privilégiez un chargement volumineux mais léger. Un coffre de toit surchargé peut endommager le véhicule et dégrader sa stabilité. En revanche, un chargement lourd mais compact doit être placé à l'intérieur du véhicule pour maintenir un centre de gravité bas et une meilleure stabilité. Pour réduire la consommation de carburant et améliorer l'aérodynamisme de votre véhicule, n'oubliez pas de retirer votre coffre de toit si vous ne l'utilisez pas. Qu'il soit plein ou vide, un coffre de toit augmente la consommation de carburant. Réponse A, oui. La commande des clignotants se trouve. Réponse A, à gauche du volant. Réponse B, à droite du volant. La commande gauche du tableau de bord gère tous les équipements d'éclairage du véhicule, entre autres les feux et les clignotants. Le clignotant gauche s'enclenche en abaissant la manette, tandis que le clignotant droit s'active en montant la manette. De l'autre côté du volant, la commande droite gère généralement les essuie-glaces. La commande des clignotants se trouve, réponse A, à gauche du volant. En cas d'excès de vitesse, les points sont retirés du permis dès le paiement de l'amende forfaitaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. En cas de non-paiement de l'amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. En France, les points ne sont pas retirés immédiatement du permis au moment de l'infraction. Le retrait de points intervient après que l'infraction soit devenue définitive, c'est-à-dire après le paiement de l'amende forfaitaire ou majorée. Vous disposez d'un délai de contestation de 45 jours à compter de la date d'envoi de la contravention initiale et d'un délai supplémentaire de 30 jours pour contester lorsque vous recevez l'avis de contravention majorée, c'est-à-dire la première amende dont le montant a été augmenté parce qu'elle n'a pas été payée dans les délais prévus. Une fois le délai de paiement de l'amende forfaitaire dépassé, le montant de l'amende continue d'augmenter. Ensuite, le Trésor public intervient pour récupérer l'argent.
Saisie sur salaire ou compte bancaire, pouvant aller jusqu'au recouvrement par huissier. Si vous reconnaissez l'infraction, la meilleure option est de régler la contravention dans un délai de 15 jours et de bénéficier d'une minoration sur le prix de l'amende. À noter, pour suivre l'état de votre solde de points, rendez-vous sur le site moncomptepermisdeconduire.gouv.fr. En cas d'excès de vitesse, les points sont retirés du permis dès le paiement de l'amende forfaitaire. Réponse A, oui. En cas de non-paiement de l'amende, réponse C, oui. Réponse A et C. La signalisation est réponse A, permanente, réponse B, temporaire. Je risque de croiser des ouvriers travaillant près de la chaussée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les panneaux de travaux font partie des panneaux de signalisation temporaire. Ils préviennent les usagers de la route d'une modification due à un trafic perturbé par un chantier ou un événement. Ils ont la particularité d'avoir toujours un fond jaune orangé et prévalent sur la signalisation habituelle. Dans le code de la route, cette signalisation temporaire impose une extrême prudence aux conducteurs. Tout type de panneaux du code de la route peuvent avoir leur version temporaire, panneaux de danger, d'interdiction ou d'obligation. La signalisation est réponse B temporaire, je risque de croiser des ouvriers travaillant près de la chaussée, réponse C oui, réponse B et C. La voie de gauche est réservée aux véhicules à très faible émission, réponse A oui. Réponse B, non. Aux véhicules ayant au moins 2 occupants à bord. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce type de voie réservée est généralement ouvert aux véhicules ayant au moins 2 occupants à bord, quelle que soit la relation entre eux. 2 covoitureurs, un couple, un parent et son enfant, 2 collaborateurs, cette pratique est considérée comme du covoiturage. Les motos sont de la même manière autorisées à emprunter ces voies si 2 personnes sont sur le véhicule. Aux véhicules à très faible émission, qui sont détenteurs d'une vignette critère zéro émission, c'est-à-dire les véhicules 100% électriques ou à hydrogène, quel que soit le nombre de personnes à bord, au transport en commun, au taxi, y compris s'ils n'ont aucun passager. Un conducteur qui circule sur une voie réservée alors qu'il n'en a pas le droit est passible d'une amende de 135 €. La voie de gauche est réservée aux véhicules à très faible émission, réponse A oui, aux véhicules ayant au moins 2 occupants à bord, réponse C oui, réponse A et C. Un véhicule ayant obtenu la mention S lors du contrôle technique doit repasser une contre-visite dans les 2 mois. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le résultat de chaque contrôle technique d'un véhicule est porté sur le certificat d'immatriculation, aussi appelé carte grise. Il existe 3 résultats après un contrôle technique. Le résultat favorable, la lettre A indique que le contrôle est favorable, il est alors valable pendant 2 ans maximum et est valable 6 mois en cas de vente du véhicule. Une défaillance majeure, la lettre S indique que le véhicule présente des défauts, obligeant à réaliser des réparations. Un contrôle technique révélant une défaillance majeure m'oblige à réparer mon véhicule dans les 2 mois, puis représenter mon véhicule pour une contre-visite. Et enfin, la lettre R pour défaillance critique. Le véhicule est alors immobilisé et doit être réparé dans les 2 mois, puis être représenté en contre-visite. À noter, un contrôle technique coûte en moyenne entre 50 et 100 € et une contre-visite 50 €. Un véhicule ayant obtenu la mention S lors du contrôle technique doit repasser une contre-visite dans les 2 mois. Réponse A, oui. Quelle balise annonce un passage à niveau?
La balise numéro 1 est principalement implantée hors agglomération. Elle signale une intersection. La deuxième balise délimite le bord de la chaussée. Elle facilite le guidage des automobilistes, en particulier la nuit. Il s'agit d'un délinéateur. La troisième balise représente une manche à air. Ce dispositif permet de visualiser l'intensité du vent et d'anticiper des changements de direction involontaires. Enfin, la dernière balise annonce un passage à niveau. Les 3 traits rouges m'indiquent que le chemin de fer se trouve à 150 mètres hors agglomération et à 50 mètres en agglomération. Quelle balise annonce un passage à niveau? Réponse D, balise numéro 4. Lequel de ces appareils de mesure du taux d'alcool possède une valeur légale? Réponse A, l'alcotest. Réponse B, l'éthylomètre. Réponse C, l'éthylotest. Parmi ces 3 appareils, seul l'éthylomètre, l'appareil au centre de l'image, possède une valeur légale. Cet instrument est utilisé exclusivement par les forces de l'ordre pour déterminer de manière précise et juridiquement recevable le taux d'alcoolémie dans l'air expiré. Les éthylomètres sont certifiés et doivent être régulièrement étalonnés pour garantir leur fiabilité. Les autres appareils, comme l'éthylotest chimique à gauche ou électronique à droite, ne servent qu'au dépistage. Leurs résultats ne peuvent pas être utilisés comme preuve légale. À noter, si vous refusez de vous soumettre à l'un de ces tests demandés par les forces de l'ordre, vous encourez la sanction la plus sévère prévue par la loi concernant l'alcoolémie au volant. Lequel de ces appareils de mesure du taux d'alcool possède une valeur légale? Réponse B, l'éthylomètre. Hors permis probatoire, un conducteur est en infraction à partir de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A, oui. Réponse B, non. Chaque verre servi au bar ou au restaurant représente généralement la même quantité d'alcool pur, soit environ 10 grammes. Cette quantité est appelée verre standard ou unité d'alcool. Donc un verre de whisky contient la même dose d'alcool qu'un verre de bière. Chaque verre consommé fait monter le taux d'alcool dans le sang de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Ce taux peut varier en fonction de l'état de santé, le degré de fatigue ou de stress. Avec votre permis probatoire, c'est tolérance zéro. Vous n'êtes pas autorisé à consommer d'alcool en conduisant. La consommation d'un verre d'alcool représente une unité d'alcool. Cette unité peut être mesurée en taux d'alcool par litre d'air expiré. Un verre d'alcool correspond à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. Cette unité peut également être mesurée en taux d'alcool dans le sang. Un verre d'alcool correspond à 0,20 g d'alcool par litre de sang. En période probatoire, la consommation d'un verre, c'est-à-dire une unité d'alcool, est une infraction. Vous risquez une amende et une perte de 6 points. Comme vous disposez de 6 points la première année de votre permis, vous risquez une annulation de permis. Contrairement aux conducteurs novices, les conducteurs expérimentés, ayant terminé leur période probatoire, sont autorisés à conduire en ayant consommé un verre standard d'alcool. La consommation de 2 verres ou 2 unités d'alcool correspond à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Cela reste une infraction. L'ensemble des conducteurs risque un retrait de 6 points, une amende et une suspension de permis. À partir de 3 verres, c'est-à-dire 0,80 g d'alcool par litre de sang, vous commettez un délit. Vous risquez d'être jugé au tribunal ainsi qu'un risque d'inscription sur votre casier judiciaire. Ce délit est passible d'un retrait de 6 points, une amende, une annulation de permis et une peine de prison. Rappelez-vous simplement qu'en période probatoire, vous n'êtes pas autorisé à consommer d'alcool et que vous risquez une annulation de permis, en particulier la première année après l'obtention de votre permis. Hors permis probatoire, un conducteur est en infraction à partir de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A, oui.
Si un conducteur en période probatoire perd tous ses points, il devra repasser l'examen du code. Réponse A, oui. Réponse B, non. Repasser l'examen de la conduite. Réponse C, oui. Réponse D, non. En période probatoire, vous partez avec un capital de 6 points. La perte de la totalité des points entraîne l'invalidation automatique du permis. Le conducteur reçoit une lettre recommandée l'informant qu'il n'est plus autorisé à conduire, qu'il doit restituer son permis et qu'il devra attendre 6 mois pour repasser l'examen du code et de la conduite. Méfiez-vous, en période probatoire, toute infraction entraînant un retrait de 3 points ou plus impose obligatoirement un stage de sensibilisation à la sécurité routière coûtant environ 300 €. Si un conducteur en période probatoire perd tous ses points, il devra repasser l'examen du code. Réponse A, oui. Repasser l'examen de la conduite. Réponse C, oui. Réponse A et C.